retrouver ce soir. Notre invité principal, c'est Christian Estrosi, mesdames, messieurs. Alors, Christian Estrosi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UMP de Nice, ce qui fait qu'on vous appelle Chris de Nice ou Chris de Nice. Je vais vous dire, ça, si c'est pour me comparer à Jean Dujardin, qui est un formidable humoriste, ça va. Ça ne me dérange pas du D'accord, tout. Voyez. Ce qui peut vous déranger, c'est qu'avant, à cause de votre passé de champion de moto et de mauvais élève, on vous appelait le motodidacte. Eh bien, ça ne me dérange pas plus. Quand on vous appelle Bac-5, ça vous embête? Non, absolument pas. J'ai 20 ans de commission des lois à l'Assemblée nationale et j'en sais sûrement plus que ceux qui ont passé à leur époque brillamment leur bac. Ben voilà. Donc, Chris de Nice, ça part pour lui. Vous êtes ici ce soir, Christian, pour nous annoncer votre liaison avec Denise Fabre. Je ne la conteste pas. C'est une de mes plus formidables adjointes au maire Ben de voilà. Nice. Voilà. Elle attend un enfant de vous. Vous allez l'appeler Garcimore. Non, sûrement pas. Voilà, donc Christian, en P1, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, de vos origines, de votre vie, de vos succès dans le sport, de votre carrière politique, jusqu'à cette semaine où Nicolas Sarkozy s'est rendu dans votre bonne ville de Nice pour présenter sa loi sur les bandes organisées en banlieue. Vous allez vraiment vous attaquer aux Balkany? Vous voyez, j'en souris. Oui. Bon, ben voilà. En P2, nous commenterons l'actualité de la semaine en compagnie de Pierre Moscovici. Vous connaissez Moscovici? Bien sûr. C'est le dandy du PS. C'est le seul qui s'habille pas avec des costumes de merde de chez Célio, Moscovici. En tout cas, j'ai beaucoup de respect pour lui. Très bien, alors. Toujours en P2, nous accueillerons Philippe Besson pour le livre La trahison de Thomas Spencer chez Julliard. C'est un soutien de Ségolène. Ah bon, lui aussi? Il vient en boubou ce soir. Ouais. Vous allez voir. Il ne demandera pas pardon. Peut-être on va l'obliger à demander pardon. En P3, après le zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, ce soir Guy Carlier, qui publie La vie, l'amour, le foot, un livre dans lequel il raconte son amour du foot, mais aussi ses motifs d'exaspération dans le foot. Et il y en a quelques-uns. Et il y en a quelques-uns, essentiellement pour lui, il s'appelle Raymond, les motifs quand même. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et l'orchestre Les Gréments de Fortune. Alors, Christian Estrosi, rebonsoir. Donc, vous êtes député maire de Nice depuis 1 an. En gros, ça fait combien de milliers de bises à des petites vieilles? C'est vrai que nous avons à la fois la ville de France qui a le taux de personnes âgées le plus élevé. Ouais. Et en plus, nous avons le plus fort taux de natalité de France. Ouais. Ah oui, quand même. Or, 1 an, hein. 1 an sans mise en examen pour un maire de Nice, c'est beau, non? C'est un record. Mais vous savez, j'ai pris toutes mes précautions. Ouais. J'ai confié la présidence de la commission d'appel d'offres à mon opposition. Ah oui. C'est sans doute le seul maire d'une grande ville de France à avoir confié au Parti socialiste de présider la commission qui attribue tous les marchés publics. Ah, c'est marrant, non, mais il y a des professions comme ça, plombier, garagiste, assureur, maire de Nice, ils ont mauvaise réputation. C'est souvent exposé, mais il y a aujourd'hui des villes de France dans lesquelles il semblerait que ce soit plus exposé. Voilà. Christian, vous êtes né en 1955 à Nice. Rien ne vous prédisposait à en devenir le maire. Vous êtes en effet fils et petit-fils d'émigrants italiens venus installer des loteries, des tombolas dans les foires de Nice. Bon, je n'étais sans doute pas prédestiné à cela. Et pourtant, alors que mes grands-parents ont été naturalisés, et mon père, né italien à Nice, a été naturalisé en 1938, je naissais 17 ans plus tard. 17 ans sans lesquels je n'étais pas français. Vous voyez, avoir des grands-pères, grands-mères qui tiennent une loterie, qui animent des foires. Mon grand-père faisait tourner un pointu dans le bassin de la place Garibaldi, qui s'appelait le Papillon. Et mon grand-père était surnommé avec l'accent niçois et en langue nissarte, Papillon. Alors, des parents passionnés de sport qui vous entraînent vers la pratique du ski, puis de l'alpinisme, la plongée, l'escrime. Mais c'est la moto qui va gagner. Vous avez vu votre premier 2 roues à 14 ans, un cyclomoteur italien, puis après vous passez aux choses sérieuses quand même, une Kawa 350 S2. Ça va, quoi? Ça va. Vous l'avez acheté, cette Kawa, à votre ami et mentor Alain Renouf, dont vous rachèterez le magasin après sa mort dans un essai. Ça a été sans doute un des plus
premier drame Ouais. affectif de ma vie important, mais en même temps l'envie de me surpasser. C'est sans doute à cette époque que je suis devenu un vrai bosseur. Ouais. L'envie de gagner et d'avoir une hygiène de vie, de me lever tôt, de me coucher tard, de m'entraîner, de me préparer physiquement, d'essayer de ne pas décevoir mes sponsors Ouais. pour obtenir les meilleurs résultats. Et sans doute les plus beaux moments de ma vie sont les instants d'émotion où j'ai pu faire sonner la Marseillaise sur un certain nombre de circuits du monde. À l'époque, vous voyagez beaucoup grâce à la moto, non? Et d'un coup, j'ai un peu, en même temps, appris ma géopolitique Voilà, et un certain nombre de cultures du monde. Ça a remplacé les études que vous aviez Ouais, arrêtées assez absolument. tôt, faut dire Absolument. la vérité. Oui, d'accord. Mais Ouais. quelles belles études en Bien contrepartie. sûr. Alors à l'époque, ben voilà quoi, c'est l'époque, vous avez une Kawamil, vous êtes super beau gosse. On vous appelait Minet. Vous êtes bien informé, Thierry. Minet. Bon, ça dure jusqu'en 82. En 83, vous faites votre entrée en politique comme adjoint au sport à la mairie de Nice, alors dirigée par Jacques Médecin. Oui. Et en 90, c'est la chute de la maison Médecin. Jacques Médecin fuit en Uruguay, ce qui condamne le bébé médecin que vous êtes à 5 ans de traversée du désert quand même. J'ai démissionné et à partir de là, j'ai fait mon parcours dans mon coin, Ouais. dans ma montagne, Ouais. en regardant un peu les brumes Les niçoises bouquetins, en bas. ouais. Et puis, il y a eu cette traversée du désert derrière. Et ensuite, quand Jacques Médecin était à Punta del Este, vous l'avez continué à être en contact avec lui, vous êtes allé le voir? Non, absolument pas. Pourquoi? Parce que j'avais quelque part une déception importante. Je considérais que même si on commettait une faute, partir du jour au lendemain comme ça, sans affronter tout simplement ce qui vous était reproché, avec la dignité nécessaire, au fond de moi-même, Ah oui, j'étais d'accord. un peu blessé. D'accord. Ensuite, vous êtes pris en main par Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, et surtout par votre nouveau mentor, Nicolas Sarkozy. Alors, vous êtes scotché par Sarkozy, quoi. Son aisance, sa facilité à s'exprimer. Vous savez, lorsque nous nous sommes retrouvés après cette défaite de Jacques Chirac en 1988, au dernier banc du groupe RPR à l'Assemblée nationale, il y avait tous les ténors au premier rang, les Pasqua, les Chabandelmas, etc., auxquels Jacques Chirac demandait d'expliquer leur analyse, les questions, les raisons de l'échec et de la défaite. Je pensais que la séance était terminée. Et Nicolas Sarkozy a levé le doigt. Il a dit, j'ai peut-être une petite part d'analyse à vous apporter aussi, même si je suis un des derniers entrants parmi vous. Et là, j'ai compris qu'il y avait en lui une personnalité d'exception, avec une détermination qui se lisait dans son regard. Et ce jour-là, je me suis dit, celui-là, j'ai envie de le suivre. Voilà. Quand vous étiez enfant, Christian, sur les murs de votre chambre, il y avait des portraits de Giacomo Agostini, 7 fois champion du monde de moto, et des gravures de Bonaparte au pont d'Arcole. Vous êtes un grand fan de Napoléon. Est-ce que vous trouvez qu'il y a du Napoléon Bonaparte en Sarkozy? Je pense qu'il appartient à cette catégorie des grands hommes dont Bonaparte a été sans doute dans notre histoire un modèle. Ouais. Alors, vous n'avez jamais été ministre, hein, seulement ministre délégué à l'aménagement du territoire, ensuite secrétaire d'État à l'outre-mer. Le prochain remaniement, c'est la bonne pour vous? L'agriculture à la place de Barnier? Ça ne marchera pas, Thierry, vous ne m'aurez pas. Chaque fois que vous recevez un invité ici, vous lui posez la même question. Ça ne marche jamais, vous le savez bien. Ah ben si. Mais jusqu'à ce que Sarkozy vous engueule, ça marchait. à force- C'est-à-dire que depuis que Sarkozy a dit il faut Je que ne vous sais- arrêtiez de réclamer Non. des ministères, Non, ça parce- marche plus. non, parce- mais avant, ça marchait bien. Parce que ça, il ne l'a dit qu'au Conseil des ministres. Ouais, et comme je mais ne c'est suis sorti, pas, c'est sorti. Et comme je ne suis pas ministre, C'est sorti. je n'ai Non, mais rien alors, entendu. Vous avez été évincé de la direction de l'UMP en janvier. Ah bon? Donc Sarko vous doit bien une place C'est de pas un mot ministre. gentil. Je suis là pour aider mon pays et Ouais. pour aider le président de la République. Vous avez bien appris la leçon, Christian, là. Hein. Non, sérieusement, vous étiez chargé de surveiller Copé à l'Assemblée nationale. Ah bon? Vous l'avez pas très bien surveillé. La preuve, c'est qu'il ouvre sa gueule toute la journée. Donc, ça vous a coûté l'UMP. Après, on vous a dit, il faut éviter la guerre entre Pécresse et Carucci. Vous l'avez pas évité. On ne m'a pas envoyé pour coller Copé à la culotte. Je suis un sarkozyste historique. Copé ne l'est pas. Ouais. Mais être attentif à ce qu'est l'unité des députés UMP autour du président de la République, c'est vrai, j'y suis très attentif. Ben voilà, c'est tout ce que je voulais dire, voilà. C'est normal. C'est chier, Copé. Hein. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que vous êtes trop à droite? Bah, vous voyez, ce matin, j'inaugurais encore 180
logements sociaux dans un quartier difficile, lorsque j'accorde 200 € de garde d'enfants à domicile pour les mamans qui ne trouvent pas de place en crèche, lorsque je mets une tarification unique à 1 € pour tous les transports publics de mon département, quelle que soit la destination, lorsque je mets 1h20 de franchise gratuite de stationnement pour aider au pouvoir d'achat, vous voyez, j'ai des priorités aussi dans ce domaine. Attendez, Christian, vous n'avez pas peur d'être trop de gauche maintenant? Non. En P2, nous recevrons Pierre Moscovici et Philippe Besson pour commenter avec nous l'actualité de la semaine. À tout de suite. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriens. Nous sommes toujours en compagnie de Christian Estrosi et nous recevons Pierre Moscovici, bonsoir. Et Philippe Besson, bonsoir. Alors, Pierre Moscovici, rebonsoir. Vous êtes député PS du Doubs ou du Douce? Du Doubs. Et le B, il sert à rien. Phonétiquement, non. Et pourquoi vous le laissez alors? Moi, personnellement, le Doubs était là avant moi. Ah, d'accord. Pierre, depuis le départ de votre ami Dominique Strauss-Kahn au FMI à Washington, depuis la chute de votre ami Bertrand Delanoë, depuis l'indifférence de Ségolène et de Martine Aubry, vous êtes un peu seul au PS, vous êtes un peu l'âme en peine. C'est vrai qu'à la cantine de Solferino, vous êtes seul avec votre plateau repas. Mais vous savez, au fond, je me sens pas seul du tout. D'abord parce que j'ai beaucoup d'amis, mais surtout, je crois qu'il y a des moments où il faut creuser son sillon. Ouais. Le moment qui nous attend maintenant, c'est pas de choisir le candidat ou la candidate à l'élection présidentielle. On verra bien. C'est surtout de produire des idées. Je me sens dans une période assez agréable où je ne suis pas embringué dans la direction du Parti socialiste avec ses problèmes. Où j'ai ma liberté de ton, où je prépare l'avenir. Il s'est passé quoi au PS depuis le 21 avril 2002? Pas assez de choses. Ah, d'accord. Au fond, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est la paresse intellectuelle. On n'a pas suffisamment travaillé sur les idées. Ah ouais. Puis le deuxième problème, c'est le leadership quand même. C'est-à-dire que depuis le départ de Jospin, personne ne s'est imposé de manière incontestable et incontestée. Il y a au PS, il y a plus de leaders que de militants bientôt. Non, mais c'est vrai. Le jour où on lancera là, ce sera très inquiétant. Alors face à ça, évidemment, Sarkozy, vous dites qu'il a une volonté d'appropriation du pouvoir. En même temps, vous ne voulez pas qu'il laisse Christine Boutin décider des trucs, quoi, non plus, quand même. Heureusement qu'il fait tout. Je regardais tout à l'heure Christian Estrosi avant d'arriver, et je me disais quand même qu'il les oblige tous à une prudence extraordinaire. Ils ne peuvent rien dire. Et je ne crois pas qu'en France, on puisse diriger le pays tout seul. Alors vous dites, Pierre Moscovici, Sarkozy, il n'est ni vraiment président, ni vraiment républicain. Je crois que les Français, au fond, vivent un peu comme ça en se disant il est plus fort que les autres pour le moment, mais il ne l'aime pas. Il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas d'amour pour lui. Et ça, c'est un problème. Quant à la République, c'est vrai que la République actuelle, dans laquelle tous les pouvoirs sont confisqués par un homme et un petit groupe, cette République-là n'est pas celle que j'aime. Vous parlez de clan, oui. Monsieur Guénaud, par exemple, qui n'est rien, qui est un conseiller à l'Élysée, il annonce les choses avant les ministres. Monsieur Guéant, que j'ai bien connu comme préfet du Doubs, eh bien, qui est un homme remarquable. Mais c'est lui, le vrai Premier ministre. Et ce système-là n'est pas un bon système. Alors vous dites, c'est pas un régime autoritaire, bien sûr, c'est un régime arbitraire. Vous dites, c'est pas Poutine, mais c'est Berlusconi light. On a dit que Berlusconi, c'était du Mussolini light. Donc si Sarkozy est du Berlusconi light, Sarkozy, c'est du Mussolini extra light. Non, c'est vrai qu'on ne vit pas dans un système autoritaire. On peut s'exprimer, on a des émissions pluralistes. Moi, en tous les cas, j'ai aucune pression. En démocratie, pas ça. Mais quand je dis arbitraire, c'est qu'on a souvent l'impression qu'en fait, un homme décide, ça lui plaît, ça lui plaît pas. Un tel lui plaît pas. Et ça, c'est pas tout à fait la démocratie et la République. Est-ce que vous pensez sérieusement, Pierre Moscovici, vous présenter en 2012? Écoutez, quand je me contemple, je me désole. Quand je me compare, je me console. Ça, c'est très bien. Et je crois qu'en 2012, il faudra jouer le meilleur ou la meilleure. Et aujourd'hui, je ne vois personne qui me fasse me dire il faut pas que tu y penses. Alors, le mieux en 2012, sérieusement, ça serait quand même que Strauss-Kahn revienne, non? S'il peut et s'il veut, il peut avoir une fonction qui lui permette d'unifier les socialistes. Si c'est pas lui, ce sera plus compliqué. Si Sarkozy le nomme pas Premier ministre avant, parce que Sarkozy, au G20, lui a proposé d'être Premier ministre. Dominique Strauss-Kahn dément formellement. Moi qui suis son ami, je le crois complètement, à 100%. Non, mais Strauss-Kahn a dit à Sarkozy, je suis ouvert.
ouverture. Ouais, vous savez, je ne vois pas bien pourquoi on croirait les démentis sur certains déjeuners et on ne croirait pas les démentis de Dominique Strauss-Kahn. Alors, est-ce que ça vous choque pas qu'on ait plus reproché à Stéphane Guillon de s'être moqué de Strauss-Kahn qu'à Strauss-Kahn de s'être mal conduit avec l'économiste du FMI? Bon, Stéphane Guillon, il a fait un numéro qui était assez drôle, mais en même temps, c'était un peu facile. Je pense que Dominique Strauss-Kahn, vraiment avec cette affaire-là, il a été suffisamment emmerdé. Ouais. Et donc là, il y avait un côté comme ça un peu graveleux, un peu vulgaire, d'un homme de talent par ailleurs, Stéphane Guillon. Vraiment, il l'a tapé en dessous de la ceinture, c'est le cas de le dire. Non, mais il faut quand même dire les choses une fois pour toutes sur cette affaire, si vous voulez. Moi, j'ai rien de personnel, évidemment, contre Dominique Strauss-Kahn, mais en juillet 2007, au moment où Strauss-Kahn a été nommé au FMI, le journal Libération a dit « Le seul vrai problème de Dominique Strauss-Kahn est son rapport aux femmes ». C'était le journaliste, je crois, Jean Quatremer. Ouais. À l'époque, je l'avais trouvé scandaleux. Parce que ce type d'insinuation, vous pouvez dire avec l'économie hongroise, il s'est passé quelque chose. Ouais. Mais le type d'insinuation qui a été faite comme ça, de manière parfaitement gratuite, sans respecter la personne de Dominique Strauss-Kahn, c'était vraiment dégueulasse. D'accord. Alors, vous dites Dominique Strauss-Kahn, c'est pas Gengis Khan, quoi. Non, c'est pas Gengis Khan. Mais on va faire un quiz Strauss-Kahn ou Gengis Khan. Alors, vous me répondez Strauss-Kahn, Gengis Khan ou les deux, d'accord? Personnage controversé. Les deux. Les deux, bien, bonne réponse. Un vrai Mongol. Gengis Khan. Bien. A créé le courant socialisme et démocratie. Dominique Strauss-Kahn. Ah, bien. A créé le courant décapitation et tête brûlée. Gengis Khan. Bien, Christian. Comme quoi, tyrannique, cruel, colérique, rancunier, violeur. Gengis Khan. Oui. A fait l'objet de rumeurs malveillantes. Les deux. Les deux. Les deux. Fait partie des 50 leaders politiques les plus importants selon le magazine National Geographic. Ça, c'est le Dominique Strauss-Kahn, quand même. Non, c'est Gengis Khan. Fait peur aux femmes. Gengis Khan. Gengis Khan. Vous êtes gentil. Vous êtes gentil, c'est bien. gentil, hein. Il est de gauche maintenant, Estrosi, c'est incroyable. Un des personnages les plus marquants de l'histoire. Pour l'instant, Gengis Khan. Pour l'instant, Gengis Khan. A promulgué une loi interdisant d'uriner en public. Gengis Khan. Gengis Khan, tu vois. Tu savais pas, toi. Non, les mecs, faites des études Moi, jusqu'à... je le savais. Lui qui s'est arrêté à Bac-5, il le sait. Marié 3 fois. Dominique Strauss-Kahn. Oui, Gengis Khan, c'est 100 fois. A kidnappé sa future épouse et a fait trancher la tête de son époux. Gengis Khan. Oui. C'est gentil. C'est gentil pour Strauss-Kahn, tu vois. A voulu conquérir l'Amérique. Les deux. Les deux. Voilà, très bien. Alors, Philippe Besson, rebonsoir. Donc, écrivain à succès. Vous vivez de votre plume, hein. Vous avez un public. Vos romans sont adaptés au cinéma, à commencer par Chéreau. Ils sont traduits en 17 langues. Donc voilà, vous êtes un écrivain heureux. Heureux. Vous regrettez pas l'époque où vous travailliez avec Laurence Parisot À l'IFOP, non, Ouais. j'ai été pendant 5 ans le bras droit de Laurence Parisot avant qu'elle soit présidente du MEDEF. Ouais. C'était une période de ma vie assez joyeuse, c'est une personnalité assez forte. Voilà, C'est une bonne patronne. C'est quelqu'un qui a une énergie, qui a une vista, qui emporte et qui emmène les collaborateurs. C'est quelqu'un qui est parfois un peu compliqué au quotidien. Comment compliqué? Elle n'aime pas qu'on lui résiste. Aïe. Voilà. Alors, vous bossez à Paris Première, donc avec Pierre Lescure, dans une émission qui s'appelle Ça balance à Paris, Oui. sur Europe 1, avec mon ami Marc-Olivier Fogiel. Qui vous embrasse, Mais Thierry, moi vous aussi, embrasse. je l'embrasse. Donc, il y en aura pour tout le monde. Votre dernier livre, La trahison de Thomas Spencer, marche très bien. Ouais. Alors, le pitch, on suit le destin de 2 amis, nés le même jour, le 6 août 1945, le jour d'Enola Gay, c'est-à-dire la bombe atomique sur Hiroshima. Ils sont devenus inséparables dans l'enfance, dans l'adolescence, et on les suit comme ça, à travers l'histoire des États-Unis, les guerres de Corée, guerre du Vietnam, assassinat de Kennedy, de Martin Luther King, jusqu'à ce que la rencontre d'une femme bouleverse tout.
Ah oui, parce qu'évidemment, cette femme arrive au milieu d'une amitié parfaite et elle va agir comme un poison délicieux. Un poison parce qu'elle va évidemment délier le couple et en même temps délicieux parce qu'elle va les aimer tous les deux. Voilà. Alors le scoop, évidemment, dans le bouquin de Philippe Besson, cette fois-ci, c'est qu'ils sont pas pédés, les mecs. Ils sont pas pédés, ils s'occupent pas. C'est énorme. Qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas. Non, attendez, il y a un truc qui va pas, là. Mais je me disais, il faut que je fasse quand même un livre hétéro. Thierry, vous m'aviez dit quand même, il faut arrêter avec ces conneries. Donc voilà, allez. Est-ce que le livre hétéro marche mieux que le livre PD? A priori, pour l'instant, ça se passe bien, oui, ça va. Bien. Alors, c'est un livre sur la trahison. Oui. Le problème, c'est qu'après Éric Besson, vu que vous faites un livre sur la trahison, le mot Besson va devenir synonyme de trahison. C'est ça, oui. C'est un nom dur à porter en ce moment, Besson, oui. Bon, on va voir, on va faire une interview Besson-trahison. Est-ce que Ségolène vous plaît en boubou? Moi, je trouvais que ça lui allait C'est là. Je trouvais que ça lui allait pas si mal. Oh, oui. non, vous trouvez pas qu'elle en fait un peu trop, Ségolène, quand même? Non, mais parfois, effectivement, elle peut aller un peu loin, mais je crois qu'elle obéit beaucoup à son instinct. Son instinct la dessert de temps en temps, on va dire. Oui. Voilà. Il y a des déclarations de Ségolène avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, quand même. Oh, il y a dû y en avoir, oui, sans doute. Oui. Oui. Vous ne vous souvenez pas? Là, tout de suite, non. Non, c'est marrant. Non, mais elle est gênante, des fois. Vous trouvez pas, non? Non, mais non, je l'aime bien. Vous savez, moi, j'ai tendance à prendre les gens d'un bloc. Alors, il y a quand même des amis de Ségolène que vous n'aimez pas. J'aime beaucoup Dominique Besnéard, d'accord. très gentil. Ouais. Je trouve que Dominique est un garçon sympathique. Sa voix, elle est insupportable, sa voix, quand même. Ah, sa voix était très... Ah, mais dis donc. Bon, ben maintenant, on passe aux commentaires de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 1. Une socialiste qui surgit hors de la nuit et elle colle des claques à Sarko. Son nom, elle le signe à la une des journaux d'un S qui veut dire Ségo. Trop forte Ségo, 2 petites lignes sur son blog et elle fait la une des médias pendant 5 jours. Résultat, dans les sondages, elle est devenue l'opposante numéro 1 de Sarkozy devant Besancenot. Et pendant ce temps-là au PS, la nouvelle mode, c'est de ne pas sombrer dans l'anti-sarkozysme primaire. Excusez-la. Pardonnez-lui. Bah normal, les socialistes français sont tellement plus intelligents que Zapatero. N'empêche, en 64, dans le coup d'état permanent, Mitterrand écrivait « Il n'y a d'opposition qu'inconditionnelle ». Alors ça, si c'est pas de l'antigaullisme primaire, non mais quelle cruche ce Mitterrand. On se demande comment un type aussi primaire a pu être élu 2 fois à l'Élysée. Non, je ne me calmerai pas. Voilà, c'était les infos de Blacko, mise en image de Julien Grave. Voilà. Alors, Ségolène, première anti-sarkozyste de France. Et c'est vrai que c'est un peu comme Mitterrand avec De Gaulle ou avec Giscard. Moi, je me souviens, Mitterrand, il tapait systématiquement. Personne ne trouvait grâce à ses yeux, jamais. Et c'est peut-être la même stratégie, finalement. Je suis pas d'accord avec Ségolène sur la stratégie du pardon. On va pas demander pardon, surtout. Ouais. Je l'avais dit sur Dakar, je l'ai dit Ouais. là-dessus aussi. Mais il y a 2 choses qui m'ont gêné. La première, c'est que c'est vrai que Sarkozy a une façon comme ça de se hisser du col, de se pousser en avant, de dénigrer les autres chefs d'État et de gouvernement qui ne me plaît pas. Et je pense pas tellement à Zapatero, parce que je crois que les propos ont été ambigus, mais surtout à Obama. Enfin, franchement... Obama, il a jamais rien géré, c'est un connard. On a vraiment senti... Sarkozy paraît comme ça un peu jaloux, Oui. qui est émergé sur la scène internationale, un leader qui est plus jeune que lui, qui est Plus plus grand. charismatique que lui, qui est plus talentueux que lui, qui est plus puissant que lui, et il faut du coup qu'il tape sur les autres. Ça, c'est un réflexe psychologique Ouais. avec lequel on va pas loin, notamment dans les relations avec les Américains. On a quand même un nouveau président des États-Unis, je crois qu'il faut le respecter davantage. Puis la deuxième chose, c'est la façon dont Ségolène a été traitée par l'UMP, certains, notamment Frédéric Lefebvre, qui s'est conduit comme un pitbull, dire qu'elle avait des maladies psychologiques, ou bien même Brice Hortefeux, enfin il est ministre ce garçon, et l'accusé de palalie, c'est-à-dire la maladie qui Ouais. consiste à répéter sans arrêt, c'est grossier. Ouais. Il faut qu'en démocratie, même si on est dur sur les arguments, on soit respectueux des personnes. Je l'ai. C'est le C'est courrier quoi de Ségolène Royal à M. Zapatero. Mais elle est qui pour se permettre cela? Attendez, elle est qui? Non, attendez, Christian, elle est qui? Elle est arrivée Elle numéro se 2 aux présente- élections. Non, Elle a mais quand même 17 millions de gens on qui ont a- voté pour elle. Une fois que les élections ont eu lieu, il y a un chef de l'État Ouais. qui n'a pas prononcé ces paroles quand on n'est pas élu président de la République.
quand on est battu aux élections internes du Parti socialiste, on prend un peu de recul, un peu de réserve. Ouais. En réalité, elle veut faire la pige à Madame Aubry en se disant j'utilise tous les moyens possibles pour essayer d'occuper une Très bien. place que les socialistes Vous m'avez ne pas vont répondu confier. sur les méthodes de Lefebvre. On retrouvera un jour, j'en suis convaincu, ça c'est pour la bonne humeur, Madame Royale au sommet des pyramides en disant attention, d'ici 40 siècles, le gros temple. N'en doutez pas. Vous voyez, un instant. jusqu'à Estrosi fait des vannes, hein. Ouais, c'est bien, mais jusqu'à cette dernière phrase, on pouvait tout à fait dire ce qu'il a dit. Ouais. Et après, on voit comment ça dérape. C'est-à-dire Ouais. que se foutre de sa gueule, comme vient de le faire, ou bien dire qu'elle a besoin d'aide psychologique, comme a dit Frédéric C'est Lefebvre. pire, ouais. Alors c'est vrai qu'elle n'a pas gagné l'élection présidentielle. Elle a quand même eu les suffrages de 47% des Français. Eh oui. On n'a pas le droit de traiter les gens comme ça. Ségolène Royal a dit ce que toute la presse étrangère ensuite a dit et repris. ça n'est Si elle que lisait la Monsieur presse Geoffrin. anglo-saxonne. Non, la presse Le anglo-saxonne. simple Irresponsable, scribouillard vulgaire. d'un Non. petit tract politique que Madame Royale a repris. C'est Voilà. ignoble. Ça montre qu'à l'UMP Ouais. et sur ordre de Sarkozy, Oui. Non, non, il y a non, des gens non. qui se comportent comme des brutes Ouais. à l'égard de la démocratie et à l'égard de personnes qui se sont présentées à l'élection présidentielle. Et ça, franchement, oui, pour le coup, ça radicalise. Je voudrais juste savoir, Christian Estrosi, si vous êtes indigné par les propos de Frédéric Lefebvre à l'encontre de Ségolène Royal. Est-ce que vous les validez ou non, ces Non mais propos? attendez, répondez à ça, Christian. C'est oui ou non, hein, c'est oui ou non. Ah mais non, je vous réponds très simplement parce que je crois que vous avez riposté aux propos de l'UMP en faisant référence à des propos sexistes. Je crois que c'est Pierre Moscovici d'ailleurs. Absolument. Mais je vais vous dire très clairement, il faut qu'on dépasse tout ça. Qu'on porte la jupe ou le pantalon, quand on dit une ânerie, on dit une ânerie. C'est tout. Alors, ce qu'on peut dire pour conclure, c'est que les Français voient bien qu'à notre époque, c'est plus facile de faire des vannes que de trouver des solutions aux problèmes de Caterpillar, hein, c'est sûr. On continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 2. Qu'est-ce qu'il est antisémite, le président iranien? Tellement antisémite qu'à la conférence des Nations Unies contre le racisme, on n'aurait jamais dû écouter ce qu'il avait à dire. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont eu recours à l'agression militaire pour priver de terre une nation entière sous le prétexte de la souffrance juive. Ils ont envoyé des migrants d'Europe, des États-Unis et du monde de l'Holocauste pour établir un gouvernement raciste en Palestine occupée. D'ailleurs, en entendant ça, tous les représentants de l'Union européenne ont quitté la salle. Si on ajoute les États-Unis, le Canada et l'Australie qui ne sont carrément pas venus, ça fait 800 millions d'Occidentaux pour condamner les propos du président iranien. Et le reste du monde, qu'est-ce qu'il en pense? Comment ça, ils applaudissent? Mais enfin, c'est pas bien! Il faut pas, on n'a pas le droit! Depuis quand ce ne sont plus les Occidentaux qui décident de ce qui est bien ou de ce qui est mal? Puisqu'on vous dit qu'il est antisémite! Ah, elle est belle l'humanité! Sur 6 milliards 700 millions de terriens, il y aurait presque 90% d'antisémites? Décidément, l'espèce humaine, c'est vraiment une sale race. Ahmadinejad à Genève pour Durban 2. Conférence de l'ONU contre le racisme qui devient une conférence de l'ONU pour le racisme. Alors, est-ce qu'il fallait y aller? Est-ce qu'il fallait pas y aller? Est-ce qu'une fois qu'il a dit ça, il fallait rester? Est-ce qu'il fallait partir? C'est vrai qu'il y a 15 millions de juifs sur la planète. Ouais. Il y a 6 milliards d'êtres humains. Quand bien même tous les autres diraient ce que dit Ahmadinejad, eh bien on ne pourrait pas dire pour autant qu'ils ne sont pas antisémites. Ouais. Ces propos d'Ahmadinejad sont non seulement antisémites, mais aussi légèrement révisionnistes. Et j'oublie pas qu'il a accueilli à Téhéran une conférence sur le négationnisme. Rendez-vous compte qu'expliquait que les Alliés, après la Seconde Guerre mondiale, ont envoyé les gens du monde de l'Holocauste. Sous-entendu, ça ne s'est pas vraiment passé. Ouais. Pour aller créer un État raciste, Ouais. c'est honteux. Ouais. Et oui, il fallait partir, c'était bien le moins. Après, l'autre question, c'est est-ce qu'il fallait y aller? Honnêtement, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que le piège, on le connaissait, on savait C'est qu'il allait toujours les dire mêmes ça. vannes, Ahmadinejad. Et Il faudrait prendre des auteurs, d'ailleurs. Dieudonné. Après, la conférence, elle a été cuite. Ouais. Elle a été discréditée, elle a servi Ouais. à rien. Je considère pour ma part qu'il fallait y aller. Pourquoi? Parce que ça nous a donné raison, puisqu'il y a eu un communiqué très ferme à la fin Ouais. pour condamner les propos d'Ahmadinejad. Et si nous n'avions pas été présents pour nous associer à ce communiqué qui dénonçait avec la plus grande fermeté les propos de M. Ahmadinejad, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Et que le président de la République française, Nicolas Sarkozy, ait affirmé à de nombreuses reprises qu'il refuserait tout dialogue avec l'Iran et le président iranien, tant qu'il y aurait une menace proférée par le président iranien à l'égard du peuple d'Israël,
eh bien je suis fier d'être aux côtés du président de la République française, je le dis. D'être aux côtés du président de la République française, je le dis. Un mot, puis après Besson, oui. Sur cette affaire-là, après les propos d'Ahmadinejad, Nicolas Sarkozy a eu les mots qu'il fallait. Mais alors, là où il y a débat, c'est qu'à partir du moment où il le condamne, et ça il est très constant sur la question, et qu'il savait qu'ils allaient être tenus, fallait-il y aller ? Là, je ne suis pas d'accord. Après, la question qui se pose à Nicolas Sarkozy, à Obama, c'est qu'il va bien falloir à un moment ou à un autre, enfin là, ce sont les diplomates qui peuvent répondre, dialoguer avec l'Iran quand même. À un moment, il faudra y aller. Donc c'est de plus en plus difficile, mais j'imagine qu'à un moment, ce président-là quittera le pouvoir. Il y a quand même un autre problème que ça pose, cette affaire, c'est qu'aujourd'hui, les droits de l'homme, tels qu'ils ont été votés à l'ONU en 1948, ne seraient plus votés. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans une phase complètement régressive. Et on a l'impression, quand on voit cette conférence d'Urban II, que finalement, l'Occident n'est plus l'arbitre des élégances. C'est-à-dire, c'est la fin d'un européocentrisme qui permettait cette pensée-là. Mais aujourd'hui, si on a face à nous une majorité écrasante de l'humanité qui n'a plus la même conception que nous des droits de l'homme, qu'est-ce qu'on va faire ? Non, mais c'est vrai que quand on regarde la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48, elle est une sorte de duplication de notre propre Déclaration des droits de l'homme. Voilà. Et qu'au fond, ce sont les valeurs révolutionnaires, ce sont les valeurs des Lumières qui sont transmises au monde. Et c'est plus exactement le cas. Voilà. Il faut s'y adapter. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il faut une discussion sur les droits de l'homme avec d'autres. Mais en même temps, si les droits de l'homme d'aujourd'hui ne sont plus les droits de l'homme de 48, il y a quand même des leçons historiques qu'on ne peut pas trahir, et notamment le négationnisme de l'Holocauste, qui reste un crime contre l'humanité. Et de ce point de vue-là, ce qui a été dit dans la Charte des Nations Unies reste assez robuste, notamment la qualification du crime contre l'humanité. Dans les droits de l'homme, tels qu'ils sont envisagés à Durban II, la diffamation des religions devient un délit. Alors que nous, héritiers des Lumières, de Voltaire, de Rousseau, pour nous, on a le droit de critiquer les religions. Pour ces gens-là, on n'a pas le droit de critiquer la religion. Ce qui veut dire qu'on est bien dans une nouvelle optique. Mais c'est vrai que la conférence de Durban II, la communiqué final, il n'est pas si formidable que ça. Notamment cette idée comme ça de diffamation des religions. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ah oui. Et donc, tout de même, il est important que nous, les Européens, on s'adapte au temps d'aujourd'hui, mais gardons quand même des valeurs fondamentales. Ne cédons pas. Et c'est pour ça que Durban II n'est pas non plus extraordinaire sur le fond. Très bien, ce sera le mot de la fin. On continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 3. Le chômage augmente, ok, la croissance baisse, d'accord, mais ce serait ballot qu'à cause de ça, l'UMP se prenne une tôle aux européennes. Du coup, notre président est parti faire son show à Nice. Là-bas, il l'adore. 68% des voix au présidentiel dans les Alpes-Maritimes. Normal. L'angoisse des petits vieux qui claquent leur fric au soleil, c'est qu'un voyou vienne les agresser. Heureusement, Sarko est là. Nicolas Police. Le super VRP de l'insécurité. Il aurait pu faire fortune en vendant des portes blindées aux petits vieux. La preuve, 65% des retraités ont voté pour lui à la présidentielle. Ah, évidemment, s'il avait fait son discours à Compiègne, près de l'usine Continentale, ou à Grenoble, près de l'usine Caterpillar, on lui aurait peut-être rappelé qu'avant de s'occuper de la sécurité, faudrait peut-être régler quelques problèmes de précarité. J'attends avec sérénité le jugement de mes compatriotes. Voilà. Les infos de Blacko, mesdames, messieurs. Alors, Sarkozy à Nice, dans la ville de Christian Estrosi, pour présenter donc la loi contre les bandes organisées. Pourquoi Nice ? Parce qu'il y a des bandes de vieux à Nice. Désormais, agir en bande organisée avec l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique de quelqu'un, ou au bien public ou privé, ça devient un délit qui sera puni de 3 ans d'emprisonnement. 3 ans de prison et 45 000 euros quand on fait partie d'une bande. Des bandes de patrons qui licencient, c'est pareil, le tarif ? Ouais. Vous savez, ne nous moquons pas d'un sujet où la première des libertés qu'exigent aujourd'hui les Français, c'est de pouvoir, pour eux-mêmes et pour leurs proches, circuler librement en toute sécurité. Christian, est-ce que l'insécurité, c'est pas ce qu'on va chercher quand on galère un peu sur le social ? Non. On dit, tiens, on va faire une bonne loi sur la sécurité, il y a les européennes qui approchent. Ce qui s'est passé dans le lycée de Gagny et qui se passe dans tant d'établissements scolaires, l'école, pour nous, ça doit être un sanctuaire. Ce qui s'est passé à Strasbourg, lors de la réunion de l'OTAN, qu'on s'y infiltre masqué avec des cagoules parce qu'on a à se cacher et donc on ne veut pas être reconnu, c'est qu'on a franchement l'intention de nuire.
Et tout cela, ce ne sera plus permis demain. Justement, on n'a plus le droit aux cagoules, là, maintenant, c'est interdit. Est-ce qu'on a le droit aux casquettes, aux lunettes de soleil, Christian? C'est quand même la 17e loi sur la sécurité depuis 2002. Tout le problème, c'est que on en fera encore. Ah oui. C'est que vous dressez un portrait assez apocalyptique de la situation actuelle en oubliant juste cette toute petite chose qui est que vous êtes au pouvoir sans discontinuer depuis effectivement 2002, que vous avez fait pratiquement une vingtaine de lois. Je ne sais pas, visiblement, les atteintes aux personnes ont augmenté de 14% si j'en crois les statistiques officielles qui ont été rendues publiques ces derniers jours. Donc visiblement, ça ne marche pas dans tous les domaines. Donc c'est quand même assez curieux que cette espèce d'arsenal répressif ne produise pas ces résultats et que vous parliez comme si c'était d'autres que vous qui étaient au pouvoir. Évidemment qu'il faut éradiquer les bandes, évidemment qu'il faut lutter contre l'insécurité. C'est 1500 personnes en même temps. Mais en même temps, il y a l'idée que sur, par exemple, les patrons voyous, sur je sais pas quoi, on se contente d'incantations et de grands principes déclaratifs, mais jamais de choses opérantes. C'est un peu gênant qu'il y ait toujours cette idée de 2 poids, 2 mesures Philippe tout Besson, le temps. Vous savez, il y a eu 25 lois sociales. C'est comme si vous me disiez, il ne faut plus jamais légiférer au plan social. Oui. En matière de sécurité, il faut s'adapter à l'évolution de la délinquance. Tout le monde veut combattre l'insécurité. Je pense que la gauche ne doit absolument pas être laxiste ou angéliste. Ça, il est hors de question de tomber là-dedans. Mais ce que j'observe, c'est que, vous savez, on sait que c'est le printemps quand les fleurs éclosent. On sait que c'est une campagne électorale quand Sarkozy parle de sécurité ou d'insécurité. Et je crois que là, si vous voulez, il y a un usage tout à fait électoral. Et il y a une deuxième chose, c'est le côté rideau de fumée, diversion. Parce que les préoccupations des Français, aujourd'hui, elles sont d'abord sur les questions économiques et sociales. Et il y a une souffrance dans ce pays qu'on n'écoute pas. Et je crois que Nicolas Sarkozy, justement, essaie de détourner le problème. Alors, Christian Estrosi, merci. Merci d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve après la pub avec le zapping, Guillon et l'invité du samedi 20h. Ce soir, Guy Carlier pour la vie, l'amour, le foot. À tout de suite. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriennes. Comme vous le savez, en P3, nous accueillons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Guy Carlier. Pour la vie, l'amour, le foot. Toujours en compagnie de Pierre Moscovici et de Philippe Besson, mesdames, messieurs. Alors, la dernière fois que vous êtes venus, vous travailliez avec Bataille et Fontaine et vous expliquez que c'était des mecs intelligents et sympas. Bataille et Fontaine, pourquoi pas les 2 connards de Y'a que la vérité qui compte tant que vous y êtes. Et ce soir, vous allez nous dire que Coé a un doctorat en physique nucléaire. Non. En tout cas, on parlera de votre livre à 20h. Mais en attendant, j'accueille Stéphane Guillon. Stéphane Guillon, mais d'abord le zapping. C'était le zapping. À vous Stéphane, pour la semaine de Guillon. Lundi, Dieudonné a présenté son nouveau one-man show en Suisse. Pardon, désolé. Ils ont les mêmes auteurs, c'est pour ça que je les confonds. Excusez-moi, merci. Nathalie Kosciusko-Morizet est enceinte. Le papa de la petite Zora Dati se réjouit. Tant mieux, ça va faire une copine à ma fille. Jean-François Copé, tête à claque ou nouvelle star? C'est trop facile les jeux dans l'Express. Arrivé en Thaïlande, DSK a préféré faire demi-tour une fois son avion posé. Envoyer DSK en Thaïlande, c'est dégueulasse. Hein. C'est comme envoyer Rachida Dati dans une boutique Dior ou Jean-Louis Borloo à la fête des vendanges. Ça se fait pas, quoi. C'est pas bien. Enrico Macias, victime de mauvais placements, pourrait être forcé de vendre sa villa après Jean-Marie Bigard, Doc Gynéco, Pascal Sevran et Faudel. C'est le 5e artiste ayant soutenu la campagne de Nicolas Sarkozy qui est victime de problèmes. Y a-t-il une malédiction ?
Le drame de Gilbert Montagnier continue. Le chanteur est toujours persuadé qu'il soutient le Parti socialiste. Un octogénaire atteint de la maladie d'Alzheimer a été fauché sur une autoroute alors qu'il faisait partie d'un groupe de voyage. C'est une nouvelle technique pour s'en débarrasser. On leur fait croire que l'autocar est en bord de mer alors qu'il est encore sur la bande d'arrêt d'urgence. Alzheimer toujours, soyez prévoyants, faites comme Guy Carlier qui s'est fait graver le prénom de sa femme Joséphine sur le poignet. Joséphine a fait la même chose de son côté, Guy. Voilà, c'est pratique. Un Colombien accusé d'avoir eu 8 enfants avec sa fille pourrait demander la nationalité autrichienne, pays où les caves sont très spacieuses. Quant à sa fille, Nidia Alvarez, qui n'a pas avorté une seule fois, elle pourrait être béatifiée par Benoît XVI. Lourdes attire de plus en plus d'illuminés, schizophrènes, ermites, patients échappés d'hôpitaux psychiatriques et aussi une ancienne candidate aux élections présidentielles. Ségolène Royal continue à s'excuser pour toutes les boulettes commises par Nicolas Sarkozy, une tâche immense. Hier, elle s'est excusée auprès du lycée Chaptal, où le jeune Nicolas a redoublé sa 6e. Ségolène a également écrit à la famille de Jacques Martin. En 89, Nicolas lui avait piqué Cécilia. C'est du taf, hein. Comment se débarrasser de Ségolène Royal? Christian Estrosi et Nicolas Sarkozy envisagent les grands moyens. Les FARC ont annoncé leur intention de libérer un militaire enlevé il y a 11 ans. Ah non, plus de libération d'otages maintenant. Non, on est trop déçus quand on les récupère. Gardez-les, vraiment. Les désespérés de la crise vendent leurs organes sur Internet. Faut voir. Hein. Parce qu'un foie ou un rein qui provient d'un pauvre, si c'est pour retomber malade 6 mois plus tard, c'est pas la peine. Franchement, non, je vous le dis, non, c'est gentil. C'est gentil, on veut un minimum de qualité, c'est tout. Hein, voilà. C'est atroce. Torture. Durant le mois de mars 2003, Khalid Sheikh Mohammed, le cerveau du 11 septembre, a été plongé 183 fois dans une baignoire. Guantanamo, c'était très dur, mais les prisonniers étaient très propres. On termine avec une offre exceptionnelle. 10 jours de croisière à bord du Costa Marina, 995 €, tout compris, gratuit pour les moins de 18 ans. Est-ce qu'il y a un piège à ce prix-là? Oui, il y a un piège. Julien Lepers est à bord. Merci beaucoup, merci, au revoir. Merci bravo Stéphane Guillon, qu'on retrouve la semaine prochaine et sur le site canalplus.fr. Et maintenant, on passe à l'invité du samedi 20h. Guy, rebonsoir. Vous publiez La vie, l'amour, le foot chez Jean-Claude Gazévitch. Vous êtes chroniqueur sur France 2, à Stade 2, le dimanche à 17h50. En fait, vous êtes payé pour lire l'équipe, critiquer Domenech, ce que des millions de Français font gratuitement tous les jours. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est vrai. Quand j'étais petit, que j'allais au stade, je voyais Thierry Roland au Parc des Princes. Il était déjà là quand j'étais petit. Il ressemblait à Darry Cole, tu sais, à l'époque. Et je me disais, ce mec-là fait le plus beau métier du monde. Il vient parler de foot le dimanche à la télé. Et quand on m'a proposé ça, je me suis dit, c'est bien. Alors on peut se demander quelle est votre légitimité pour distribuer des bons et des mauvais points. Vous n'êtes pas journaliste, enfin sportif en tous les cas. Vous n'êtes pas footballeur de haut niveau. Non mais attends, juste une chose. Tu vas pas prendre un footballeur pour écrire. Ça c'est la première chose. Donc déjà j'ai une légitimité à ce niveau-là. Quand on lit livre, on comprend. Vous êtes passionné de foot, mais vraiment, il est fou de foot.
depuis votre plus tendre enfance. Hein. Je cite souvent cette phrase d'un manager anglais qui disait « Le foot n'est pas une question de vie ou de mort, c'est bien plus que ça ». Alors voilà, vous ne faites pas partie, Guy, de ceux qui, jusqu'en 98, prenaient le foot pour un sport de beauf. Hein. Vos souvenirs remontent au noir et blanc. Votre premier ballon en cuir, vous dormiez avec. Ce qui est intéressant dans votre bouquin, en fait, c'est que vos souvenirs personnels sont universels. C'est-à-dire qu'on a tous eu le vieux con à lunettes qui binait son jardin et qui rendait pas le ballon quand il tombait chez lui. Quoi. Ouais. C'est des images qu'on a tous dans la tête, ça. C'est là où c'est fort. Ouais. Au départ, vous êtes fan de Monaco à cause d'un joueur qui s'appelait Carlier. Ah oui, donc je faisais croire qu'il était mon nom, voilà. C'était totalement faux, évidemment. Les mecs au collège, ceux qui connaissaient pas mon nom, des autres classes, m'appelaient Monaco. J'arrêtais pas de saouler tout le monde. Et miracle, c'est l'année où Monaco réalise le doublé avec une équipe magique qui fait un jeu que j'ai jamais vu depuis. Je les ai réunis tous. Ils ont 72 ans, je les ai fait venir en avion. Et j'ai fait un déjeuner avec eux à l'hôtel Crillon. Et quand je les ai vus sortir du minibus... ils ont 72 ans. Putain, on aurait cru des juniors, les gars. Ils sont là. Et je leur avais amené mes photos pendant le repas. Et je leur disais, ah, tu te rappelles ce match-là contre l'Inter de Milan? Et le gars me racontait ça 45 ans après. C'est un malade, Carlier. Je te dis que c'est un truc d'enfance. Ouais, un vrai malade. Alors, vous n'étiez pas fan de l'équipe de France 1998 et 2000. Vous trouvez qu'elle avait un style trop défensif. Vous dites... C'est comme un jour de pluie traversé des éclairs de génie de Zidane. Je me souviens que ce qui m'avait choqué, c'est le lendemain de cette finale gagnée en 98, où tout le monde titrait, là, en plus les conneries, la France Black Blanc Beurre. Bon. Et j'avais, moi, entendu un commentaire d'un joueur italien, je crois que c'était Maldini, qui disait, en parlant de l'Italie, réputée pour son catenaccio, son jeu défensif, nous avons enfanté un monstre. Alors, on parle du PSG. Vous dites que le PSG, bien évidemment, appartient à un fonds de placement, le Colony, dirigé en France par Bazin. Et vous dites, ils sont complètement cons, les retraités texans qui placent leurs économies dans un club où jouent Roten et Bourillon. Ils connaissent vraiment rien au foot. Ben oui. Je déteste aller au Parc des Princes. J'y suis allé la dernière fois justement parce que Sochaux jouait. Franchement, venez à Sochaux. Parce que là, c'est le foot des ouvriers, c'est le foot sympathique. Et le public... À Bollard, c'est la même chose. Et le public du PSG, je ne parle pas de tout le public, mais les fameuses tribunes, là, c'est insupportable. Et quand je vois les gars qui ensuite sortent encadrés par des les flics CRS, quand à cheval, c'est chiant. Vraiment, c'est chiant. Alors Anelka, vous l'aimez pas beaucoup, Anelka. Il y a une chose qui est incroyable, c'est qu'évidemment, comme les journalistes sportifs ont besoin des mecs pour venir sur les plateaux, depuis des années, il y a des choses qu'on dit pas. Moi, je m'en fous, j'arrive, je suis chroniqueur, ça leur fout la merde parce que les gars veulent plus venir à Stade 2, mais je veux dire... Il faut quand même bien dire que depuis des années, on voit des joueurs murés dans leur MP3, qui font la gueule, qui signent pas d'autographe. Ça change avec des gens comme Ribéry, qui est pour le coup très généreux, très heureux d'être là, qui joue, tu vois. Mais Anelka, t'as l'impression que tu le déranges dans sa partie de PlayStation, quoi. Quand ils descendent du bus aux vitres teintées et qui calculent pas les mômes qui les attendent depuis 4 heures, les lunettes, 5 heures et tout. Cissé faisait la même chose. Cissé, c'était pareil. Alors, vous parlez des consultants, vous dites, avant les anciens joueurs, ils ouvraient un PMU d'où ils donnaient leur avis sur les matchs. Ils ouvraient un bistrot qui s'appelait Au Penalty. Et vous dites maintenant, ils font ça à la télé, quoi. Ouais. Alors, ce qui est fou, c'est les gars qui ont plusieurs casquettes, comme Jean-Michel Larquet, tu vois. C'est-à-dire, sur TF1, comme TF1 est partenaire de l'équipe de France, il taille pas trop. Alors, il dit, on se pose des questions. Puis après, tu le retrouves sur RMC. Et là, il taille, mais monstrueux. Vous aimez pas beaucoup Deschamps comme chroniqueur, quoi. Vous dites, il y a pire qu'un match du PSG, c'est un match du PSG commenté par Deschamps. Ouais, mais est-ce que tu te souviens Alexandra Rosenfeld, la Miss France, oui, bien sûr. Elle commençait toutes ses phrases par Bombay. Tu sais, comme certaines filles du Sud. Eh ben, Deschamps, il commence toutes ses phrases comme Alexandra Rosenfeld. Bombay, je crois que... Voilà. Vous parlez de Zidane. Alors, évidemment, vous citez cette anecdote que cite Roten dans son bouquin. C'est Zidane qui fauche Roten par derrière et qui lui dit « Relève-toi, fils de pute ». Ouais, donc c'est sûr, ça ne me gêne pas, ça. Zidane, c'est pas un dieu, c'est un dieu balle au pied. S'il était pareil intellectuellement, ce serait Dieu. Tu vois, donc c'est pas possible. Ce qui me gêne, c'est quand Monsieur Danone ou Monsieur Generali téléphone à Roten ou à son éditeur en disant ce serait bien pour l'image que Zidane donne aux enfants, c'est-à-dire une image de Dieu, qu'il n'y ait pas cette anecdote dans ton livre. On ne peut pas faire ça au nom du business, tu vois. Là, ça devient gênant. Alors Thierry Roland, vous l'adorez, Thierry Roland. Vous dites c'est comme Johnny,
c'est comme on est Johnny, au-delà de Drucker l'amour. ou PPDA. Voilà, on est au-delà Ils sont de là l'amour. depuis toujours, ces Ouais, mecs-là. ouais. Tu peux pas dire que tu les aimes ou tu les aimes pas. Thierry Roland, il a quand même dit un truc énorme. Quand il dit c'est un match trop important pour le confier à un arbitre tunisien, Ouais, ben, bien c'est quand même sûr. limite. Il a ça. eu, Enfin, pour les il a eu Tunisiens, plusieurs pour- petites ouais. choses limites sur 50 ans de carrière. Ça Ouais. va, quoi. C'est un Ouais. type, Thierry Roland, qui gagne à être connu. C'est un type qui a une éducation anglaise. Non, mais attends, c'est pas un blaireau. Donc quand il joue le beauf, ce qui lui arrive assez souvent, Ouais. il fait exprès. Bien sûr. Voilà. Enfin, du coup, malgré tout, il y a quand même de temps en temps, chez ce type qui est assurément talentueux, un côté beauf insupportable. Ouais, c'est votre problème. Quoi donc? Bah, vous êtes trop cultivé et pas assez beauf. Ça m'arrive aussi. Il est réélu dans le doux. Ça fait du bien d'être un peu beauf parfois. Ouais, mais Ça fait du bien, quand le gardien dégage, de crier « oui, s'enculer ». Ça fait des petits rituels. Non mais, Pas que quand le gardien dégage. Et alors, last but not least, évidemment, Domenech, alors qui refuse de venir sur France 2 tant que vous êtes là. Vous avez une théorie sur Domenech, vous dites que c'est très utile qu'il y ait Domenech, parce que c'est comme les ceintures de plomb pour l'entraînement. Le jour où il sera plus là, on sera libéré, on gagnera. Oui, c'est-à-dire dans ses compos d'équipe, on l'a vu là contre la Lituanie, il fait rentrer le Yundula, enfin, c'est-à-dire qu'il donne des handicaps à l'équipe, et après quand il refait un coaching normal, il fait rentrer, on dit, oh la vache, il a fait un bon coaching. Bah oui, il a mis les nazes au début, donc forcément. Parce qu'il a quand même des 11 joueurs parmi les meilleurs du monde. Et avec ça, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a pas de joie de jouer, il n'y a rien. Donc le jour où tu auras un mec qui fera juste cette sauce-là, ça sera génial. Ben voilà. Donc voilà, vraiment, si tu nous regardes, tu sais ce qu'il te reste à faire. En tout cas, c'est un livre formidable. Merci. Vraiment, vous adorez le football et ça transpire dans toutes les pages du livre. Et toi, Philippe, t'es foot? Moi, je suis très foot, ouais. Moi, je soutiens les Girondins de Bordeaux depuis toujours. Ah et ouais. depuis qu'ils ont Gourcuff, je les soutiens Ah bah, encore il est plus. beau. oui. Il est beau, Gourcuff. Ah, il est surtout sans rien. Il est très Quel beau. beau garçon. C'est un beau garçon. Quand il prend sa douche. Ah oui, il se dénude régulièrement sur Ouais, sur ouais. le Sur pelouse de à la l'Escure. fin des matchs. On n'y va que pour ça, d'ailleurs. Ouais, maintenant, oui. Alors, Philippe Besson oublie son dernier roman, là. Ouais, C'est ça, oui, je reviens aux fondamentaux. Oui, Ah oui, revient en bas, c'est tombé les aux PD, bases. c'est quoi cette histoire? C'était Salut les Terriens avec Pierre Moscovici, député du Doubs, Christian Estrosi, député maire de Nice, Philippe Besson, la trahison de Thomas Spencer chez Julliard, Guy Carlier, La vie, l'amour, le foot chez Gossevic. Alors un mot pour vous recommander une pièce que j'ai vue cette semaine, L'ingénu de Voltaire. C'est une pièce formidable, c'est au théâtre Tristan Bernard. C'est un Huron qui découvre la France du XVIIIe siècle, la hiérarchie, la religion, l'ethnocentrisme. C'est un spectacle formidable, voilà, si vous pouvez y aller, allez-y. Et le metteur en scène s'appelle Arnaud Denis et c'est vachement bien, ça vaut le coup, voilà. Voilà, je vous laisse avec mes amis du SAV et mes amis de Groland. À la semaine prochaine, salut les gars. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.